Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand News, il est 20h15 dans l'actualité de ce mardi 19 avril 2016. La série Game of Thrones reprend du service puisqu'elle sera diffusée le 24 avril prochain aux États-Unis. La question qui se pose, comment en est-on arrivé là via la série Game of Thrones? Je vous propose le retour en images de la rédaction sur les 5 premières saisons de Game of Thrones. Regardez. À l'approche d'un hiver qui s'annonce très rude, le royaume des Sept Couronnes est plongé dans une crise politique sans précédent. Les grandes familles de ce régime féodal s'affrontent pour étendre leur influence sur le pouvoir central de Port-Réal, où le roi siège sur le trône de fer. Les guerres internes et les menaces extérieures, au nord et à l'est, s'accentuent à mesure que l'hiver approche. Mais comment en est-on arrivé là? Quelles sont les racines de la crise sur le continent de Westeros? Tout a commencé avec la mort de Robert Baratheon. Installé sur le trône de fer pendant 17 ans, il assurait la stabilité du royaume. Sa disparition entraîne une première crise, la guerre des 5 rois. À la mort du roi Robert, son fils Geoffrey accède logiquement au pouvoir, mais sa filiation est contestée. La veuve de Robert, Cersei Lannister, l'a en réalité conçu avec son propre frère. Résultat, de nombreux prétendants contestent la succession et revendiquent le trône désormais contrôlé par les Lannister. Il y a d'abord les deux frères de Robert. Renly Baratheon, le plus jeune, s'allie à la puissante famille Tyrell et prépare une armée pour marcher sur Port-Réal. Mais peu de temps avant l'assaut, son propre frère Stannis Baratheon le fait assassiner et prépare à son tour une offensive sur la capitale par la mer. Cette attaque se solde par un échec cuisant face aux Lannister qui le pousse à la retraite. Pendant ce temps-là, le roi autoproclamé du Nord, Robb Stark, dirige ses troupes vers la capitale. Il veut venger son père, l'ancien conseiller du roi, exécuté par le sanguinaire Geoffrey. Mais son avancée est stoppée net lorsqu'il est trahi et assassiné par ses anciens alliés Frey et Bolton qui se rallient aux Lannister. Un autre roi autoproclamé, Balon Greyjoy, profite du pouvoir laissé vacant pour envahir le nord, avant d'être chassé à son tour par les Bolton. Au bout du compte, les Lannister sortent grands vainqueurs de cette première guerre. Mais rapidement, tout bascule. Le roi Geoffrey est assassiné, tout comme son grand-père et premier conseiller Tywin, le charismatique patriarche de la famille. Ces deux disparitions plongent les Lannister dans la tourmente. Il n'empêche, Tommen, le petit frère de Geoffrey, assure la succession. Mais jeune et inexpérimenté, il est fortement influencé par sa femme, Margaery Tyrell. Et ce n'est pas un hasard, c'est justement la famille Tyrell qui a orchestré l'assassinat de Geoffrey pour faciliter son implantation au sommet du pouvoir grâce au mariage de Margaery. Pour contrer ce petit manège, Cersei Lannister, la mère de Tommen, se tourne vers un mouvement religieux rigoriste, les moineaux. Elle leur donne le feu vert pour écarter les mécréants du pouvoir, et notamment les Tyrell. L'opération fonctionne, Margaery et son frère sont emprisonnés, mais Cersei est prise à son propre jeu. Accusée d'inceste, elle est condamnée à son tour et humiliée. À la mainmise ultra-conservatrice de la secte des moineaux s'ajoute enfin une crise économique. Les filons d'or à l'origine de la fortune des Lannister sont épuisés, et les dettes colossales de la couronne envers la banque de fer de Braavos se creusent un peu plus chaque jour. L'affaiblissement du pouvoir des Lannister à Port-Réal s'accompagne de tensions dans le reste de Westeros. Dans le sud, à Dorne, l'alliance par un mariage avec la famille Martell, historiquement hostile aux Lannister, vole en éclats. Le frère du prince de Dorne est tué à Port-Réal, et en réponse, la sœur du roi Tommen, qui devait épouser l'héritier Martell, est empoisonnée, ouvrant le champ à de possibles représailles. De son côté, l'ancien maître des finances de Port-Réal, Peter Baelish, joue un double jeu.
Il affiche une fidélité sans faille aux Lannister, tandis qu'en secret, il cherche à renouveler l'alliance entre le territoire du Val, qu'il contrôle pour le compte des Lannister, et le Nord, dont l'héritière légitime Sansa Stark est sous sa coupe. Par le passé, l'alliance de ces deux territoires a déjà renversé le pouvoir central de Port-Réal. Dans le Nord, justement, les Bolton affichent aussi une loyauté de façade aux Lannister. Mais ils affirment chaque jour un peu plus leur autorité violente pour garder la main sur ce territoire stratégique. Leur puissance se concrétise lorsqu'ils arrêtent net l'offensive lancée par Stannis Baratheon. Le prétendant au trône, qui a rassemblé ses forces au nord de Westeros, envisageait en effet de conquérir Winterfell, la capitale locale, avant de descendre sur Port-Réal. Mais son armée, mal préparée et piégée par l'hiver, se fait massacrer par les Bolton. Au-delà de ces querelles internes, deux autres menaces bien plus grandes pourraient mettre en péril l'existence même du royaume. Au nord, Westeros est fermé par un gigantesque mur de glace. Surveillé par les frères de la garde de nuit, cette grande barrière doit protéger le continent des marcheurs blancs, des créatures surnaturelles liées à la venue de l'hiver. Elle sépare aussi les 7 couronnes des sauvageons, des peuplades insoumises qui mènent régulièrement des razzias au-delà du mur. À l'approche de l'hiver, l'avancée des marcheurs blancs pousse les sauvageons à fuir vers le sud, où ils se heurtent violemment à la garde de nuit. Après une première confrontation, le nouveau commandant de la garde envisage toutefois une alliance avec les sauvageons pour contenir les marcheurs blancs. Mais la décision est contestée par ses hommes qui l'éliminent. À l'est, enfin, sur Essos, Daenerys, l'héritière de la maison Targaryen, qui régna sur les 7 couronnes avant les Baratheons, prépare son retour à Westeros. Elle a 2 atouts majeurs. D'abord, une fratrie de 3 puissants dragons, les premiers à réapparaître depuis des siècles. Et puis, une grande armée qu'elle s'est constituée en libérant les cités esclavagistes du continent. Mais alors qu'elle s'exerce au pouvoir dans la ville de Meereen, elle est confrontée à un mouvement insurrectionnel hostile à ses visions abolitionnistes. Échappant de peu à la mort, Daenerys prend la fuite et se retrouve en territoire d'Othraki, des guerriers nomades dont elle a auparavant été la reine. Son retour sur Westeros, où le feu des dragons pourrait vaincre les marcheurs blancs, semble compromis. Bref, les querelles intestines, la guerre civile et les menaces aux frontières pèsent lourdement sur le royaume des 7 couronnes. Mais en attendant, l'hiver vient sur Westeros. Des ballades aux allures de confidence avec une voix scintillante, des orchestrations épurées au swing parfait d'antan, mais qui est finalement Aligny, ce nouveau chanteur? C'est ce que nous découvrirons grâce à nos équipes qui se sont rendues au printemps de Bourges 2016. Regardez ces images. Catch some cherry blossom by the river, blowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's alright. Come to me, stay with me, say you'll be a friend to me. Love, oh, an enchanted love lives forever and a day so. I have 3 objects that are very important for me, that I feel characterize me. One of them being my microphone, which it's very heavy and it's very special. It's an RCA ribbon mic.
It's my baby. It's from the 1930s, and I went to Germany to find it so that I could record my album with it, and I perform live with it as well. Item number 2 is I love candles. This is one of my favourite candles. I have them on stage with me, and this is a fig scented. I could just smell it all day. It smells like spring and summer and fresh and green. And so yeah, candles are special for me. And I recently found, my third item is, I found this coin just appeared in my bag. I don't know where it came from. And it's a halfpenny from 1920. So I was like, okay, well, I'm gonna make it my good luck penny now. Oh, look at some cherry blossom by the river. It's flowing through the flowing of my heart. I hope to see you somewhere down that river. Oh, come and stand beside me, it's alright. Oh, fall for me and long for me. I always I'll be all a friend to me, and love, oh, and enchanted love, it lives forever and a day. Cast and cherry blossom by the river, blowing through the flowing of my heart. I hope to see you somewhere down that river. Come and stand beside me, it's alright. Come and stand beside me. It's Et Philippe Val, le PDG du groupe La Poste, était l'invité au Monde. Je vous propose de regarder son entretien en exclusivité sur cette antenne. Regardez. Bonjour, Philippe Val, le PDG du groupe La Poste, était l'invité du Club du Monde de l'économie ce matin. Philippe Val, bonjour. Bonjour. Alors ça tombe bien, La Poste vient d'acquérir ce matin, on l'a su, une participation de 20% dans une entreprise qui s'appelle Stuart, qui est une start-up, une plateforme en fait de livraison urgente, ultra rapide. Est-ce que c'est un signal de l'ubérisation de certains services de La Poste? C'est surtout un signal que La Poste a comme devoir de rendre des services au domicile partout en France et en particulier dans la région parisienne. Et dans ces services, il y a bien sûr le facteur, avec Colissimo, il y a Chronopost et demain, il y aura Stuart qui propose une course urbaine urgente, c'est-à-dire la livraison dans 1 heure de temps de n'importe quel objet à Paris, d'où notre présence dans Stuart. Voilà, alors ce ne sont pas des salariés, ce sont des auto-entrepreneurs, ils ont un statut un peu comme les chauffeurs Uber, c'est pour ça qu'on emploie le mot. Donc il peut cohabiter au sein de La Poste des gens avec des statuts, des formes juridiques différentes. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous savez qu'un peu moins de la moitié des employés de La Poste sont des fonctionnaires, un peu plus de la moitié ont un statut de droit privé, et il y aura dans La Poste de demain des formes qui seront des formes de contributeurs indépendants, contributeurs mais indépendants aussi, donc
en dehors des formes de salariat. Nous devons nous adapter aux besoins de service et donc au cadre social qui est lié à ce besoin de service. Alors vous avez annoncé des résultats qui sont bons cette année. Solide, voilà. Solide. Avec un résultat net, positif. Oui. Pourtant, il y a une mutation considérable dans laquelle est engagée l'entreprise. Il y a le secteur du courrier qui continue de dévisser et donc il faut recréer de la valeur. Autour de quel service la Poste pourrait recréer de la valeur? Alors d'abord, la Poste a créé de la valeur en 2015 puisque vous l'avez souligné, nos résultats sont positifs et ils sont en croissance. En même temps, ceci ne signifie pas que nous avons réussi la transformation. Ces résultats de 2015 signifient tout simplement que nous avons les moyens de mener cette transformation parce que notre entreprise fait un résultat positif. C'est la première chose. Ensuite, l'avenir de l'entreprise, il est bien sûr encore dans le courrier, mais il est surtout dans la banque, dans Géopost qui se développe à l'express et à l'international, dans les services de proximité, dans la silver economy aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la Poste va devenir en 2020 la première entreprise de proximité humaine de ce pays. Alors, précisément, quels sont les nouveaux services que la Poste pourrait lancer très prochainement dans cette nouvelle économie de services? Alors, nous avons déjà lancé énormément d'expériences et les services qui vont être les services dans l'e-commerce, dans le transport de courses, dans la visite aux personnes âgées, avec le lancement en octobre prochain de Veiller sur mes parents, qui sera... Voilà typiquement un nouveau service que proposera la Poste, Veiller sur nos parents. De quoi s'agit-il? Alors c'est un service extraordinaire qui va permettre aux Françaises et aux Français, aux familles, de prendre un abonnement à la Poste pour que même si les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents n'ont pas de courrier un jour, le facteur puisse passer, rendre une visite à ses parents. Et c'est un nouveau service qui va être lancé en octobre prochain. Alors ces nouveaux métiers, ces nouveaux services, vous pouvez projeter ce qu'ils créeront comme valeur dans 2, 3, 4, 5, 10 ans? Comment vous les choisissez, ces services où la Poste se positionne aujourd'hui? Alors nous les choisissons fondamentalement à partir d'un besoin de poste, c'est-à-dire un besoin de proximité humaine. Le vieillissement de la population en est un excellent exemple. Il va avoir des effets considérables sur la société française. Et les aînés, les seniors, vont passer à plus de 8 millions de personnes à plus de 70 ans. C'est donc une transformation très profonde. Et ça, il y a des besoins de rester à domicile, il y a des besoins de proximité, il y a des besoins de service. La Poste, les factrices et les facteurs, grâce au numérique, seront en réponse à ces besoins de proximité. Et donc, ça implique que pour les facteurs, mais il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Est-ce que, socialement, on sait que les effectifs diminuent de la Poste, parce qu'en parallèle, il y a aussi une politique de réduction des coûts. Vous devez aussi faire passer, socialement, aux 90 000 postiers, le fait qu'il va falloir, demain, faire d'autres choses que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Mais les 90 000 factrices et facteurs dont vous parlez le savent. C'est eux qui mesurent les premiers les effets de baisse de volume du courrier. Ils le vivent tous les jours. Entre moins 6 et moins 7 depuis... Oui, moins 6,5 l'année dernière, par exemple, ce qui est considérable. Ils le savent et ils sont dans une logique de proximité et de service du grand public. Et donc ces nouveaux services, la visite à domicile, le portage de courses, les services en général, répondent à un besoin du grand public. Et les factrices et les facteurs le comprennent, ils y sont prêts. Et nous mettons en place des formations pour qu'ils soient prêts à ces métiers-là. Alors, non seulement cet univers change, mais vous avez un premier client qui est Amazon, qui maintenant vous concurrence aussi. Comment on gère un client aussi puissant, aussi important? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, un danger pour la Poste? Il n'y a pas de danger, il y a une stimulation. Amazon est notre premier client, nous le remercions de cette confiance et nous allons gérer sa croissance considérable dans les années à venir. Vous croyez à la concurrence? Je crois à la concurrence et je pense que nous avons aujourd'hui la meilleure offre possible pour Amazon et nous allons continuer à la faire progresser pour Amazon et pour ses concurrents du e-commerce. Si jamais nous retrouvons Amazon en concurrence sur la livraison, eh bien nous essaierons de rendre un meilleur service que lui. Mais ce n'est pas contradictoire avec l'idée qu'ils sont un fantastique premier client. Philippe Val, très bonne journée à vous et à bientôt. Merci.
Et avant de vous quitter, j'embrasse très fort Chloé Gaillard, à qui j'espère elle me pardonnera. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée sur cette antenne. On se retrouve demain à 20h15. À 22h35, ce sera la rediffusion du Grand News, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette émission qui a été tournée en direct dans des conditions extrêmes. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve donc demain à 20h15 pour le rendez-vous que nous avons pris ensemble.